Merci d'être là, c'est le fun. Il y a une belle foule pour parler de littérature bienveillante, de bande dessinée bienveillante, de création bienveillante. Ça va durer à peu près 1 heure et pour analyser ce sujet, on a 3 merveilleux invités. Jean-Sébastien Bérubé. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour, merci d'être là. Jean-Sébastien, on te reçoit surtout pour Comment je ne suis pas devenu moine et Vers la tempête, qui sont probablement tes 2 œuvres qui fitent le mieux avec la thématique, quoique peut-être qu'on va être surpris dans tes références sur tes autres œuvres. Donc voilà, c'est des œuvres que vous pouvez retrouver peut-être sur la rue quand vous allez sortir tantôt. Il va rester peut-être encore quelques BD. Sinon, on a Catherine Oslo. Bonjour Catherine. Bonjour. Ta dernière BD, c'est Symptômes. Tu as écrit avant Talk Show, La vie d'artiste, Les 3 chez Pau Pau. Et on a... non, mon Dieu, voyons. Mécanique générale. 3 jours de festival. Et Talk Show. Là, tu couperas ça au balado si vous enregistrez. Chez Mécanique générale. Et on a Myrion Bal. Coucou Myrion. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, un peu fatiguée, mais tout est beau. T'as sorti tout récemment Adieu Tristesse. Adieu triste amour. Hey, ça va être je suis désolée, la gang. 5e discussion. It's okay. Ça va aller mieux après, promis. Désolée. Je le prends pas mal du tout. Et avant, c'est comme ça que j'ai disparu. On va parler de littérature bienveillante. Ce que j'entends par bienveillance, c'est de la littérature qui fait du bien. Tu sais, lire, écrire, créer, recevoir, dire à voix haute, sont tous des actions qui finissent par faire du bien dans un certain sens. Mais c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi. Puis j'avais envie d'une discussion ensemble pour essayer de décortiquer un peu ce phénomène. Mais j'entends souvent que la création, parfois, c'est pas nécessairement quelque chose qui fait du bien. Ça peut être difficile aussi de dessiner, écrire, tout ça. Je voulais savoir, vous, dans votre processus de création, est-ce que vous en ressortez avec un certain bien-être ou l'exercice en tant que tel est quand même ardu de votre expérience? Jean-Sébastien, vas-y. Ben, dans mon cas, moi, je dis souvent à la blague, mais il reste que c'est vrai malgré tout. Je dis souvent à la blague que quand j'ai fait Comment je ne suis pas devenu moine, j'ai ri tout le long, puis quand j'ai fait Vers la tempête, ben j'ai pleuré tout le long, en fait. Fait que c'est vraiment ça la différence entre mes 2 livres. Parce que dans Comment je ne suis pas devenu moine, je racontais des choses que moi je considérais qui étaient drôles. Mon voyage au Népal puis au Tibet, puis mon séjour dans le fond dans la communauté bouddhiste tibétaine. Puis dans Vers la tempête, ben là je raconte des gros drames de famille, beaucoup d'émotions difficiles avec des décès à travers ça, puis des abus puis des trucs comme ça. Fait que ben j'ai pleuré tout le long en faisant ce livre-là, tu sais. Ouais. Catherine? Je sais pas, je trouve ça quand même difficile, là, faire des livres. C'est toujours beaucoup de doutes, puis c'est tellement long à faire aussi. Les bandes dessinées, c'est ce qu'on répète tout le temps, mais c'est vrai. Donc, tu sais, cet aspect-là, je le trouve un peu ardu, mais il y a aussi, après, le fait de faire les images, tu sais, ça m'apporte beaucoup de plaisir. Mais encore, tu sais, les histoires que je fais, c'est toujours... des fois, je touche à des trucs qui sont plus sensibles. Des fois, oui, ça peut me faire pleurer. Ou des fois, c'est comme il faut vraiment que je plonge à l'intérieur, que je plonge loin, que j'essaie de comprendre ce que je fais. Tout ça, fait que c'est beaucoup de travail. C'est pas nécessairement... tu sais, ça me fait pas du mal, mais ça me fait pas du bien non plus. Comme c'est beaucoup de travail, je pense. Ouais. Est-ce que ça répond à la question? Oui, beaucoup. Parce que souvent, on pense que c'est comme... parce que c'est des dessins, puis il y a quelque chose où le résultat est vraiment magnifique, qu'on pense que le faire, c'est un geste plaisant et tout. Mais j'aime ça décortiquer ça parce que ça aide le public à comprendre que non, ça peut être très difficile. Tu sais, je peux me mettre derrière mon écran puis presque saigner tellement qu'écrire, concevoir, ça peut être difficile. Myrion, quelle expérience toi, avec la création? Moi, je dirais que la différence, c'est que ça va être au niveau du capitalisme. C'est-à-dire, toutes les choses, quand c'est du travail de contrat, c'est très pénible souvent parce que c'est de la création qui est un peu contrôlée, qui est un peu...
oui, il faut produire quelque chose. Donc ça, dans ces cas-là, j'avoue que j'en ai pas beaucoup de plaisir. Des fois, je peux trouver du fun dans certains de ces contrats-là, mais par contre, quand je fais des projets à moi, là, oui, je trouve que moi, j'adore faire de la BD. Ça me donne beaucoup de joie, même s'il y a des moments forcément qui sont difficiles quand on bug sur une page ou quand on a l'impression de pas avancer ou des fois tout simplement quand il faut ancrer genre 80 pages en 2 semaines, bon. Mais je veux dire, je me mets vraiment la différence entre ces deux dynamiques-là, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de prendre des bandes dessinées de commande, parce que ça me rendait trop malheureuse, parce que je pense que j'ai un rapport à la bande dessinée qui est un truc très intime d'une certaine façon. J'avais beaucoup de mal à faire un truc de rendement, donc je fais du tatouage et de l'illustration à côté pour avoir d'autres choses alimentaires qui sont plus fun à faire pour moi, même si c'est dans une logique de ramener des sous. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à faire mes bandes dessinées et justement j'avais pas envie de gâcher ça, parce que ça par exemple C'est comme ça que je disparais, il y a beaucoup, on m'a souvent demandé en entrevue, genre parce que ça parle de dépression, ça devait être difficile et tout, et j'étais comme non, c'est trop fun, genre j'ai vraiment le fait que c'était ma première bande, j'ai genre abandonné un autre contrat de bande dessinée didactique, justement, on était venu me chercher pour le faire et tout. Et au final, j'ai dit non, je peux plus, il faut que je fasse un truc qui me fait plaisir. Et j'étais tellement contente de faire mon livre que ça veut pas dire que j'étais en mode hilarant, la dépression, j'adore. Mais je pense que je processais les émotions à un autre moment que quand j'écrivais. Moi, je trouve beaucoup de joie dans le fait de faire de la bande dessinée, même si, évidemment, tout n'est pas plaisant et c'est effectivement très long. Ça serait très bien si je pouvais penser à un truc et là, waouh, c'est déjà fait, la page est déjà faite au propre, juste par ma pensée. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Mais c'est intéressant que tu dis que tu n'as pas, dans ton minding, tu t'es pas placé vers la dépression ou vers certaines émotions pour être capable ensuite de les transmettre dans ton œuvre. Versus Jean-Sébastien, toi, tu as dit « J'ai pleuré tout le long en écrivant ». Est-ce que c'est parce que tu revivais les émotions pour être capable après de les transposer sur papier? Ouais, c'est sûr. Ben, c'est qu'aussi que, tu sais, dans Vers la tempête, j'aborde des traumatismes de famille qui sont pas faciles à raconter. Disons que c'est des affaires auxquelles je pense pas à tous les jours, là. Puis là, le fait de devoir, c'est moi qui ai décidé de faire cette bande dessinée-là, parce que j'avais besoin de raconter ça aussi, là. Ouais, donc c'est sûr que ça me fait revivre des émotions. Ouais. Et ça en fait revivre ensuite, après, au public. Tu sais, c'est comme si ça va tellement fort dans Vers la tempête que nous aussi, moi, il y a eu des moments où j'étais très émotive en lisant, même si j'ai pas vécu ce que tu as vécu, que tu racontes dans Vers la tempête. Ce rapport-là où tu vas chercher l'émotion de ton public, comment tu l'as dosé, ou j'imagine que tu n'y as pas pensé, mais il y a quand même quelque chose que je m'imagine qu'il faut balancer, parce que si toi, tu as vécu énormément d'émotions, est-ce que après ça a été une crainte que le public soit toujours dans cette émotion-là? Oui, c'est sûr que j'ai cherché à doser, puis à avoir une certaine pudeur, parce qu'entre autres, surtout quand j'aborde tout ce qui concerne l'histoire de ma mère, j'ai volontairement pas tout raconté, en fait, parce que c'est que je pense que raconter ça en détail, je pense que ça aurait peut-être été trop pour les lecteurs. Puis tu sais, c'est des détails sordides aussi, puis je trouvais que c'était pas nécessaire. En fait, je trouvais que ça apportait rien de plus à l'histoire, à part de choquer ou de traumatiser les gens. Donc, je suis vraiment allé à l'essentiel, dire voici ce que ma mère a vécu, mais sans justement raconter tous les détails sordides de son vécu. Puis je voulais préserver ma mère aussi à travers ça, qui a dû signer une autorisation écrite pour Futuropolis, l'éditeur Futuropolis, pour que ça soit légal de raconter ça, ce que je raconte dans Vers la tempête. Donc ma mère, elle a signé une autorisation. Mais j'ai volontairement pas tout raconté parce que c'est ça. Ça valait pas la peine, ça aurait apporté rien de plus à l'histoire de toute façon de raconter tous les détails. Catherine,
il y a beaucoup d'humour aussi dans Symptômes. Est-ce que c'était une façon, toi aussi, de balancer, d'aborder certains sujets qui sont plus difficiles en donnant une chance un peu bienveillante à ton public, là, de... Ben oui, ça permet de balancer pour pas sombrer dans la tristesse, parce que ça m'intéresse pas de plonger là-dedans non plus. J'aime ça me tenir en équilibre entre les deux, puis ça m'apporte du plaisir aussi à me faire rire en travaillant. Et donc, tu sais, je raconte des blagues, puis ça me permet de continuer plus facilement, comme dans la vie, j'imagine, non? Je trouve que ça rend aussi la lecture plus facile, mais pas pour dire qu'on n'est pas capable de... Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut faire des blagues pour lire un livre? Il ne faut pas faire des livres. En tout cas, bref. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Non, mais tu le fais bien, puis j'imagine que ça doit pas toujours être évident, parce que tu veux pas non plus tomber dans la moquerie de certaines émotions. Tu sais, c'est pas ça le point. Ou se moquer de la solitude, par exemple, qui est très présent dans Symptômes. Ben oui, là, il me revient une scène dans Symptômes où il y a Lady Gaga qui... c'est la scène avec Lady Gaga puis Oprah qui, en soi, est vraiment surréaliste puis un peu drôle, mais en même temps, tu sais, des fois, de faire sourire, ça permet aussi de faire passer plein de choses. Puis là, Lady Gaga parle de ses viols, c'est super dark, puis c'est super troublant, puis... T'sais, parallèlement à ça, il y a la crise climatique, puis il y a une tornade qui passe à côté de chez moi, puis Lady Gaga qui dit qu'il veut sauver le monde, puis il y a comme tout ça en même temps, c'est comme une catastrophe épouvantable, mais tu ris, mais tu ris pas, mais en même temps, tu pleures pas non plus. Fait que c'est vraiment comme tout un château de cartes, je pense. Myrion, tantôt tu as parlé que tu as abordé la dépression dans ton précédent livre. Je suis curieuse aussi de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu penses à ton lecteur-lectrice avec une certaine bienveillance pour pas aller trop loin? Est-ce que tu te mets des limites sur ce genre de questions? Alors, je me mets pas de limites. Par contre, oui, en fait, moi, mon point de départ, et je pense que c'est très important en général quand on écrit, enfin, en tout cas, moi, c'est ma position, je pense vraiment pour qui j'écris. Et en effet, moi, ce que je voulais, c'était ne pas écrire un livre qui soit déclencheur, qui fasse du mal aux personnes concernées. Donc j'ai vraiment... voilà, c'est un livre qui aborde la dépression, mais aussi notamment les violences sexuelles. Et j'ai pensé, en effet, en l'écrivant, aux femmes et aux personnes qui avaient vécu ça, et aussi aux personnes qui vivaient des dépressions. J'étais comme... Je ne veux pas... Mon but n'est pas... je préfère que des gens qui ne vivent pas ça passent à côté de l'histoire, plutôt que des personnes qui vivent ça se sentent déclenchées par mon livre et le vivent mal, et comme dit Jean-Sébastien, puissent soit recréer des traumatismes, ou en tout cas revivre un traumatisme. Parce que moi, c'est que, par exemple, j'ai une position très nette en tant que spectatrice, ou moi je trouve qu'il y a aucun intérêt, par exemple, à représenter des scènes de violence sexuelle. Je trouve que ça met juste mal les personnes qui en ont vécu, et ça n'apporte rien à part choquer et gratuitement. Et je trouve qu'on peut pas vraiment faire ça bien. Après, voilà, peut-être que je dis ça, j'ai pas parole d'évangile, mais voilà, c'est vrai que moi, c'est ma position, et ça s'applique à beaucoup de choses, dans le sens, je pense que ça sert à rien de représenter des choses qui peuvent risquer de retraumatiser des gens, parce qu'en soi, ça ne va pas... Il y a d'autres façons, en fait, de faire passer ces émotions-là que montrer, et on sait très bien que quand on montre, c'est souvent pour s'adresser à un certain public, et à un public qui ne vit pas ça, et voilà, le public qu'on voit comme neutre, c'est-à-dire homme, cis, blanc, hétéro, voilà, toutes les choses, les hashtags qu'on peut dire sur Twitter pour se faire mal parler après. Mais je pense que... Moi, je pense vraiment à pour qui j'écris, et puis je pense aussi, d'un autre côté, que je crois assez intimement que plus une histoire est spécifique, plus elle devient universelle, dans le sens que je pense pas que c'est en essayant de faire qu'une histoire soit relatable pour le plus de gens possible qu'elle va l'être. Je pense qu'en fait, moi par exemple dans ma dernière bande dessinée, voilà, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi à la fin, bon désolé c'est un peu un spoil mais pas vraiment, mais pourquoi à la fin il y a des lesbiennes, pourquoi c'est un groupe de femmes lesbiennes, et j'étais comme je sais pas, parce que moi je le suis, et que c'est important pour moi de montrer un groupe doux et positif, et après je pense que tout le monde peut se reconnaître dans les émotions qui sont dites à la fin, mais que justement parce que moi je vais mettre quelque chose qui pour moi fait du sens, ça va, enfin en tout cas j'espère, ça permet de plus développer les émotions et de plus développer ce qu'on veut faire
ce qu'on veut transmettre. Je sais pas si ça fait du sens, mais ouais, c'est ça. Je pense que il y a aussi cet aspect-là qui permet d'aller peut-être plus loin, en fait, quand on pense pour qui on écrit et de se dire assez clairement, voilà, je vais parler de telle chose qui a l'air un peu niche. En fait, ça peut toucher beaucoup plus de gens. Et par exemple, je sais pas, on peut regarder un film qui parle de deuil et penser à une rupture amoureuse. Et je trouve que, c'est quelque chose qui peut, parce que c'est des émotions qui sont connectées à différents niveaux. Et un peu comme tu dis que tu lis le livre de Jean-Sébastien et que tu ressens des émotions, je pense que c'est ça qui est fort, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir vécu quelque chose pour pouvoir comprendre et avoir de l'empathie, et que les œuvres de fiction et les œuvres en général permettent cette connexion-là. Mais complètement. C'est drôle que tu parles à la fin de ton livre, parce que j'ai l'impression que dans Adieu, triste amour, et c'est comme ça que je disparais, à la fin, à chaque fois, tu as envie de reculer, de recommencer le livre au début, parce que tu apprends quelque chose sur le personnage principal, puis là, tu es comme « Ah! » Tu recules, tu veux mieux comprendre maintenant que tu as cette clé finale sur le personnage. Puis ça m'amène à parler un peu dans vos 3 parcours. C'est mon interprétation, peut-être que je me trompe, mais il y a quand même un désir de faire cheminer un ou une personnage du début à la fin. C'est comme ça le cœur. Il y a toujours quelqu'un qui comprend quelque chose ou qui vit quelque chose. Tu es collé à son expérience et son expérience avec les émotions. Jean-Sébastien, cette transition de ton personnage qui a commencé dans ton premier livre, c'est pas comme ça que je ne suis pas devenue... Comment je ne suis pas devenue moine, puis ensuite vers la tempête. Pourquoi c'est important pour toi de vraiment raconter toute la transition du personnage? Puis est-ce que ça a été complexe parce que tu veux faire comprendre aux gens toute la transition? Ce qui était complexe dans Vers la tempête, c'est toute la partie, parce qu'il y a une bonne partie du livre que ça parle de thérapie. C'est qu'à un moment donné, je raconterai pas tout parce que pour les gens qui l'ont pas lu, je veux pas dire de spoilers non plus, mais à un moment donné, dans le livre, je suis en détresse, je suis en détresse psychologique, puis je débarque au CLSC pour suivre une thérapie, dans le fond. Puis à ce moment-là, quand je conceptualisais le livre vers la tempête, en bande dessinée, je ne savais pas comment j'allais raconter toutes ces scènes-là, toutes les scènes de thérapie, puis de moi qui parle avec ma psy, qui est un personnage fort dans la BD. Je ne savais pas comment j'allais montrer ça. Puis donc, c'était un défi parce que est-ce que j'allais dessiner comme des planches de BD avec juste moi puis ma psy, on est assis un en face de l'autre puis on se parle, puis là je me disais ça sera pas visuellement intéressant. Fait que là à ce moment-là, j'ai fait travailler mes méninges, puis là j'ai eu l'idée de toutes les scènes de thérapie dans le fond, de dessiner des dessins symboliques en fait. Des dessins symboliques qui représentent c'est quoi les enjeux psychologiques et relationnels. Puis au niveau du cheminement du personnage, pour moi c'était essentiel parce que à la fin le personnage il dépasse, si on veut, des barrières ou s'émancipe là, si on veut, ou ça franchit, mettons, des traumatismes familiaux, puis du contrôle que la famille exerce, entre autres de la part de mon grand-père, qui est un personnage aussi très, 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 très présent, très, très imposant dans la BD. Puis moi, pour que ça soit satisfaisant, pour que la fin de Vers la tempête soit satisfaisante, je me disais que je devais montrer les moments où moi j'étais au plus bas, en fait. Puis les moments où moi j'étais au plus bas, c'est des moments qu'on n'a pas nécessairement envie de montrer à des gens qu'on connaît pas. Parce que là, tout le monde allait lire qui allait lire cette bande dessinée-là, allait lire ça, tu sais. Ça fait, mais je me disais, mais non, mais tu sais, pour que ça soit... Pour qu'il y ait pour qu'il y ait une récompense scénaristiquement à la fin de la bande dessinée, je devais montrer le personnage qui descend au fond du trou pour qu'il puisse remonter après, tu sais. Puis c'est pour ça que moi, le cheminement du personnage dans ce sens-là était très, très important pour moi. Ouais, tu parles de représenter
une discussion thérapeutique, mais Catherine aussi, on le voit dans Symptômes. Pourquoi c'est important pour toi de faire des scènes comme ça avec un personnage et son thérapeute? Qu'est-ce qui te semblait pertinent à raconter derrière ça? Ben moi, dans la scène, je pense à laquelle... Ben, il y a 2 scènes avec un psy dans mon livre. Il y a moi avec le personnage de ma psy, puis après, il y a aussi Mireille avec un homme psychologue. C'est peut-être à celle-là que tu fais référence. Je ne sais pas à laquelle des deux. En tout cas, c'est important pour moi de mettre Mireille avec son psy qui dit rien, sauf à un moment donné, il lui répète une phrase parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et c'est tellement irritant et non thérapeutique. Puis, je veux dire, c'est pas de la thérapie, là. Se faire répéter ce qu'on a dit avec un genre de mystère, tu sais, ça me choque. Puis, j'avais besoin de voir le personnage dire « bye-bye », se lever, puis faire autre chose. Et puis, j'avais envie de mettre mon personnage aussi qui va voir sa psy parce que... Puis c'est un peu au début du livre, il me semble, où la psy me suggère de trouver ma mère intérieure, tu sais, puis là, c'est comme toute ma quête qui commence dans le livre, puis on peut voir que, tu sais, je vais voir plein de gens, puis je cherche toujours des réponses, puis il y a comme personne un peu qui peut m'aider, puis même juste la quête de ma mère intérieure, tu sais, un peu... on me voit aller vers Patti Smith ou PJ Harvey, mais qui veut pas d'enfant finalement, puis plein de gens, tu sais, c'est un peu dramatique, mais j'avais envie de le raconter parce que je trouvais que c'était un drôle de concept, le concept de la mère intérieure, et puis j'ai jamais trop su comment prendre ça, tu sais, comment voir ça. Fait que l'histoire, ça me permettait d'explorer ce thème-là, puis après, je sais pas, l'évolution du personnage, je pense dans tous mes livres, on voit beaucoup le personnage principal comme un peu cogné à plein de portes pour essayer de trouver des clés ou essayer de pouvoir changer, ou tu sais, puis dans Symptômes en particulier, tu sais, on voit les personnages se transformer au contact des uns des autres. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qu'est-ce qui peut nous faire changer. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui se transforment, puis qui évoluent, puis d'autres qui bloquent, puis qui tombent un peu dans un enfermement, qui est un peu dramatique aussi. Fait que c'est des questions auxquelles je réfléchis beaucoup. Fait que je pense que c'est pour ça que j'essaie d'explorer différentes façons de changer, puis ouais, je sais pas comment terminer ma phrase. C'est correct, on va la laisser en suspens. De toute façon, on peut observer justement la scène. Ah oui. Ah, mais c'est épouvantable. Tout le monde a des histoires de psy comme ça, mais pourquoi? En tout cas, Mais c'est fascinant de voir mis en scène des scènes comme ça dans une bande dessinée. Tu sais, Jean-Sébastien, tu disais, il a fallu que je pense à une façon pour que ça soit dynamique et tout, mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans, que ça soit juste 2 personnages qui se parlent parce que ça fait partie du quotidien. Puis, Myrion, pour t'avoir entendu souvent en entrevue, je sais que le banal, le quotidien, fait partie des choses qui t'intéressent. Puis, ces discussions, il me semble qu'il faut aussi les voir en BD. Puis, il y a beaucoup, ton personnage, bon, je me rappelle plus trop si elle va faire une thérapie, mais je sais qu'elle discute beaucoup avec les autres, avec ses amis, tout ça. Comme, pourquoi, toi, c'est important de mettre aussi ce genre de scène dans ta bande dessinée où le personnage ou la personnage se pose des questions, va chercher des réponses, est en discussion, qui ne sont pas nécessairement dynamiques, mais qui vont chercher tellement autre chose dans l'œuvre? Est-ce que tu parles à moi ou à Catherine? Myrion, oui, à toi. Mais je voulais dire aussi, tu as une scène, toi aussi, de psy qui est tellement drôle. Puis après, une fois que j'ai fait celle-ci, après, je me suis rappelée de ta scène, puis je me suis dit, oh mon Dieu, je pense que j'ai copié Myrion sans m'en rendre compte. C'est ça, en fait, j'avais parlé avec ton psy, puis j'ai dit... Oui, c'est comme ça que je disparais. Ouais. C'est comme ça que je disparais. Mais je pense qu'il y a beaucoup... Une espèce de zoom sur le personnage bizarre, c'est tellement drôle. Tu sais, genre, c'est ça, je pense que par rapport à la mise en scène, le fait d'avoir une mise en scène très statique comme ça de cette conversation, ça permet aussi de montrer dans ces moments-là une sorte de
que les personnages sont, oui, et que c'est un peu figé dans la réflexion et tout. Dans mon dernier livre, j'ai mis une scène de psy qui est aussi d'ailleurs dans enfin, on les voit les deux, mais j'essaye dans la mise en scène justement de montrer les émotions qui peuvent naître, etc. Et pour moi, c'est important en effet de mettre des gens qui parlent en général parce que tout simplement, je me suis rendu compte assez vite que mon genre, par exemple, de film ou de livre préféré, c'est les films ou les livres où les gens parlent beaucoup. J'adore les dialogues, j'adore écrire des dialogues, je suis super relou quand j'écoute, enfin, je sais pas, genre, ça peut me faire tilter un dialogue mal écrit, et après, c'est subjectif de dire un dialogue mal écrit ou bien écrit, donc je pense qu'en général, c'est aussi que moi, je suis bavarde, je parle tout le temps avec les gens, j'adore, je trouve que mettre les choses en mots, ça aide juste, ça permet d'avancer. Je parle même pas personnellement, mais dans l'histoire, par exemple, d'avoir des discussions. Parce que moi, mes livres, ils parlent aussi beaucoup des relations entre les gens. Si on prend cet aspect-là, par exemple, c'est comme ça que je disparais, ça parle beaucoup de l'espèce d'incompréhension qu'il peut y avoir entre les gens quand il y a un sujet qui vient et qui dérange et qui trouble, et sans dire oh là là, il y a des gens gentils, des gens méchants, parce que je pense vraiment pas dans ces moments-là, je pense qu'il y a des gens gentils et des gens méchants, exemple Elon Musk méchant, mais genre dans mes livres là, genre c'est des amitiés qui sont complexes et j'essaye de retranscrire ça, et dans Adieu triste amour, c'est vraiment un livre qui parle des dynamiques de groupe, en fait, qu'elles soient négatives ou positives. Donc forcément, les gens sont au cœur de... Enfin, les humains et les discussions sont au cœur de mes livres, j'ai l'impression. Et par rapport aux scènes de thérapie, enfin, même si c'est pas exactement ça la question, mais c'est drôle parce que pour C'est comme ça que je disparais, comme la psy, ça fonctionne pas. C'est un peu comme la scène qu'on a vue de Catherine. C'est une psy qui dit rien, donc j'ai appris que ça s'appelait les psys humanistes, donc freudiens. Ça peut marcher avec des gens, mais c'est l'idée que tout vient de toi, et donc du coup on te laisse parler, puis c'est là qu'il va y avoir des choses qui vont surgir, mais c'est une approche qui marche difficile avec une certaine partie de la population, mais pas tout le monde. Et en fait, c'était plus pour montrer que c'était très difficile d'avoir accès aux soins de santé mentale, parce que c'est ça, c'est pas en mode peut-être que je fais une dépression, je vais prendre rendez-vous avec un psy et tout va bien aller. Il y a plein de choses avec lesquelles il faut, non seulement, premièrement, déjà, si tu vas au privé, oui, c'est plus facile, mais il faut avoir l'argent. Si tu vas au public, ça met des mois. Après, là, peut-être tu vas tomber sur quelqu'un, ça va pas fonctionner, tu vas devoir re-rentrer dans la liste d'attente. Enfin, c'était plus pour montrer ça. Et il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est un livre anti-thérapie. Et j'étais comme, non, allez en thérapie si jamais vous le pouvez. C'est vraiment bien. Et je pense que le monde irait bien mieux si dès qu'on avait envie d'aller en thérapie, on pouvait avoir accès à des soins de santé de qualité et gratuits. Et puis dans Adieu triste amour, par contre, là, c'était aussi important pour moi d'avoir une scène de thérapie avec le personnage principal, parce que tout simplement, c'est au niveau narratif, ça permet d'apprendre des choses sur elle d'une façon crédible, parce qu'on s'ouvre d'une certaine... Enfin, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est voir comment est-ce qu'on va s'ouvrir auprès des gens qui nous sont proches, auprès d'une psy, auprès de quelqu'un qu'on n'aime pas ou avec qui on est en conflit. Et c'est tout ça qui va construire les personnages, en tout cas chez moi, et voilà. Ouais. Je sais pas si ça fait du sens. Moi, dans la scène où Mireille se lève puis quitte son psy, là, il y avait aussi quelque chose qui me faisait rire, c'était de voir, quand tu parles de l'approche freudienne et tout, la différence puis l'accessibilité aux soins, la petite Mireille qui habite dans Hochelaga Maisonneuve, puis on voit son bloc, c'est vraiment plutôt modeste, là, si on veut, puis lui qui est dans sa posture un peu, je pense qu'on a tous aussi déjà vu ces psys qui ont complet 3 pièces, là, avec, qui s'imaginent, en tout cas, bref, je ne veux pas être pas fine, mais, puis de voir un peu la différence, puis elle qui est tellement terre-à-terre, puis qui fait genre, ça marche pas, en tout cas, mais il y avait aussi comme une différence dans leurs deux univers qui... Voilà. Ouais. Mais Jean-Sébastien aussi, il y a ce désir-là, quand on lit Vers la tempête, on sent que le personnage veut aller mieux, puis il y a comme... C'est comme un ode à aller chercher de l'aide aussi, là, tu sais, qu'à un moment donné, il y a un trop-plein, bon, il va chercher quelques réponses, le personnage principal avec les thérapies, mais pas que, tu sais, puis toutes les autres rencontres qu'il va faire une différence. Tu as aussi travaillé avec le soutien de l'entourage, avec les groupes, avec mettre en scène cette énergie-là. Pourquoi c'est important pour toi? Puis après ça, on pourra ouvrir là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose, encore une fois, qui vous relie les trois. Il y a vraiment une thématique importante, la solidarité, le soutien, le rapport aux autres.
Pourquoi, toi, c'est important que tu mettes ça dans ta BD? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben parce que je pense que, dans le cas de Vers la tempête, je pense que quand on a été élevé dans une famille dysfonctionnelle, puis dont les besoins affectifs ou émancipatoires, là, si je peux dire ça comme ça, n'ont pas été répondus, ben je pense que faut aller chercher ça ailleurs. Puis c'est pour ça que dans Vers la tempête, ben là, il y a deux personnages qui font figure de parents de substituts, dont ma psy puis mon prof de karaté. Fait que, tu sais, dans le fond, on pourrait dire ça, que mon prof de karaté, ben, il prend la place de mon père, puis ma psy, elle prend la place de ma mère. Symboliquement, on pourrait voir ça comme ça, tu sais. Mais pour moi, c'est important. Ben, de un, au niveau de la thérapie, moi, je voulais comme un peu enlever le tabou qu'on n'est pas faible si on va chercher de l'aide, parce que, ben, il y a beaucoup, moi, j'entends beaucoup ça autour de moi, que, tu sais, il y a des membres de ma famille, surtout les hommes, en fait, là, qui m'ont jugé faible parce que j'allais voir une psy, tu sais. Ils se moquaient de moi parce que j'allais voir une psy, tu sais. Fait que il y a ça, il y a cette idée-là que je voulais briser, que c'est pas un signe de faiblesse d'aller chercher de l'aide psychologique ou thérapeutique, mais que ça peut être aussi du courage, que ça prend du courage pour dire reconnaître qu'on va pas bien, puis qu'on a un problème, puis que ça marche pas, puis donc le courage puis l'humilité d'aller chercher de l'aide. Moi, la première fois que j'ai débarqué dans le bureau de ma psy au CLSC, la première question qu'elle m'a demandé, c'est « Bon, Charles-Sébastien, parle-moi de ta relation avec ta mère. » Puis, dès qu'elle m'a posé ces questions-là, j'ai fondu en larmes, tu sais. Puis, elle m'a pris dans ses bras, puis là, moi, j'étais un peu dérouté, c'est ça, dérouté parce que je la connaissais pas, elle, là. C'est une intervenante psychosociale du CLSC. Puis dès que je me suis mis à pleurer quand elle a évoqué ma mère, elle m'a pris dans ses bras, tu sais. Puis j'ai commencé ma thérapie comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que moi, ce que je voulais montrer dans cette bande dessinée-là, c'est que c'est pas quelque chose de honteux, c'est ça que je voulais dire. C'est pas quelque chose de honteux d'aller chercher de l'aide quand on va pas bien, en fait. Puis moi, aller chercher de l'aide de personnes extérieures, ça m'a toujours... C'est ça qui m'a permis de cheminer, puis d'évoluer, puis d'être rendu où je suis rendu aujourd'hui, tu sais. J'aurais pas pu, comme... faire face à mes enjeux, puis à mes problèmes tout seul. Moi, j'ai fondamentalement besoin de personnes que je considère qui ont plus d'expérience que moi, tu sais, puis plus de connaissances que moi pour pouvoir avancer puis cheminer dans ma vie, tu sais. Fait que c'est pour ça, tous ces personnages-là qui gravitent autour, qui, dans le fond, que je vais voir, puis qui m'aident, mettons, à m'émanciper, de un, à me connaître, à comprendre que j'ai vécu des traumatismes sans le savoir, parce que moi, je savais pas... Tu sais, quand tu grandis dans un milieu dysfonctionnel... tu le sais pas que tu grandis dans un milieu dysfonctionnel parce que tu connais pas d'autre chose. Fait que moi, quand j'étais petit, je savais pas que je vivais dans une famille dysfonctionnelle. Puis le jour où j'ai dû le reconnaître, ça a été honteux pour moi. J'en avais honte, en fait, là, de reconnaître, oui, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, puis j'ai besoin de le voir, de le voir, puis de deux, de l'accepter que ma réalité, c'est ça, tu sais. Parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais donc être dans un film de Disney, là, tu sais. que ma vie, ça soit comme un film de Disney, tu sais. Mais c'est pas ça. Tout ce que tu dis là, j'imagine...
ça a dû prendre un courage immense de le remettre sur une bande dessinée puis de l'envoyer à l'univers. Est-ce que tu as des fois voulu arrêter ton processus de créer une bande dessinée autour de ça parce que c'était comme too much? Ben non, je voulais pas arrêter parce que tu sais, quand les gens qui me connaissent, ils savent bien que, comme je vois Jacinthe qui a suivi tout mon processus du début à la fin, les gens qui me connaissent, qui sont proches de moi, ils savent bien que moi, quand je commence un projet, je dois le finir. mais j'ai passé des nuits blanches, puis j'ai fait de l'angoisse en fait envers la tempête. Ben moi, j'avais énormément peur de la réaction de ma famille, puis j'ai eu des réactions très négative à la sortie devant la tempête. J'ai reçu des bêtises, en fait, des courriels d'insultes et de bêtises de la part de membres de ma famille, mais je le savais que de toute façon, peu importe ce que je fais, c'est mal, tu sais. Fait que, tant qu'à ça, aussi bien faire qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que peu importe qu'est-ce que je fais, de toute façon, c'est mal, tu sais. En tout cas, moi et le public t'envoient plein d'amour pour contrebalancer, parce que ça fait du bien de lire au contraire. Oui, on était en train de parler du rapport au groupe, Catherine et Myrion. Myrion, c'est vraiment fort dans le dernier, parce qu'il y a tous les amis autour, c'est encore plus fort vers la fin, tout ça, mais pourquoi c'est important pour toi? Puis est-ce que ça va continuer à être central dans ton œuvre encore longtemps? As-tu encore plein de choses à dire sur l'importance du groupe? J'espère, parce que c'est vraiment là que moi, je mets, en tant que personne, que je mets mon espoir. C'est-à-dire, je crois très fort à la communauté et je crois très fort aux relations... pas d'entraide, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas aux relations saines et aux dynamiques douces et où on peut se donner de l'espace pour se reposer. Et en fait, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis quand même pas mal de temps, parce que je pense que c'est assez facile de voir le monde comme une place où il n'y a aucun espoir, et je pense que ça a été mon cas pendant longtemps. Tu te dis, les règles du jeu sont faussées dès le début, donc quelle histoire vaut le coup d'être racontée, Et en fait, il faut un peu comme voir moins grand. Et j'essaye beaucoup ces derniers temps. En fait, c'est juste, je pense, moi, en tant que personne, je pense beaucoup à ces questions autour du groupe. Et de l'autre côté, du coup, forcément, ça se voit dans mon travail, je pense. Et là, dans ce livre-là, en fait, c'est parce que c'est un peu des livres qui parlent de guérison, ces livres-là, et j'ai mon prochain projet qui est aussi autour... j'ai un peu pensé ces livres comme un triptyque, même si c'est pas du tout des livres qui se suivent. Et c'est vrai que là, j'avais envie de parler de comment des relations peuvent nous drainer et comment elles peuvent... au contraire, nous permettre... je parle beaucoup de répit ou de repos quand je parle de ce livre, mais parce que je pense que c'est vrai et que en fait, on mérite ça, surtout dans notre société capitaliste, encore une fois, où c'est difficile de trouver de l'espace et du temps où on peut un peu prendre du temps pour soi. Et là, en fait, c'est ça, la première partie, ça m'intéressait de parler des dynamiques de groupe qui sont négatives. Encore une fois, je reviens sur la question du banal et du quotidien, mais parce que donc la première partie de mon livre, ça parle d'une relation... c'est en fait le personnage principal se rend compte qu'elle ne connaît pas vraiment son conjoint et elle apprend qu'il a harcelé une autre femme quand il était plus jeune. Et c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, c'est une relation toxique ». Genre quand j'ai fait la promo en France, j'ai même été invitée à un moment à un média, un truc Instagram et tout, j'étais comme ok, bizarre. Et là, oui, donne-nous des conseils pour sortir d'une relation toxique. Et j'étais comme, alors en fait j'écris des histoires et je suis pas du tout spécialiste de ça, donc c'était vraiment très awkward de arrêter le truc et dire ouais en fait non. Bon. Et c'était très bizarre. Mais du coup, je revivais le moment dans ma tête en fait. C'était une stagiaire en plus, clairement, elle n'était pas là pour le plaisir et je me sentais trop mal car clairement elle n'était pas payée, mais j'étais c'est très malaisant pour tout le monde. Bref. Mais donc, je pense pas que c'est une relation toxique, je pense que c'est une relation hétérosexuelle très classique. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des relations homosexuelles qui sont négatives aussi, parce que c'est aussi ça qu'on m'a dit, est-ce que tu penses que toutes les lesbiennes sont super? Et je suis comme, non, je les... mais c'est quand même, j'étais comme, non, mais c'est pas ça le propos, mais bon, bref. Mais je voulais pas montrer justement, je pense que c'est ça qui m'intéressait, c'est les dynamiques où
c'est très facile d'aller se reposer sur ses privilèges. On parle souvent des questions de privilèges, voilà, quand on parle de justice sociale, et on va tout le temps entendre « Ah, c'est pas ma faute si j'ai des privilèges ». En effet, c'est pas ta faute, mais il y a quelque chose qui fait que quand t'es privilégié, c'est très facile de te recamper sur ces positions-là, dès que t'es un peu menacé, et sans avoir l'air d'être une horrible personne, malveillante et tout. Non, c'est juste des dynamiques qui sont très insidieuses, et ça m'intéressait un peu de les mettre en lumière. Et de l'autre côté, après, de montrer un groupe fonctionnel et doux, et de montrer que c'est simple, en fait, et que c'est pas... ça veut pas dire qu'il y a aucun accro, ça veut pas dire que c'est le monde des bisounours. Justement, j'ai essayé que ce soit quelque chose de très vraisemblable, disons. Et de montrer un peu de souligner en fait les différences de dynamique dans ces deux groupes-là. Et je trouve que c'est quelque chose il n'y a pas besoin... En fait, moi, c'est ça, je pense que c'est ça que j'aime bien quand je parle des relations et tout, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des récits épiques pour parler de ces choses-là. Justement, dans les petites choses, dans les petits détails, dans les émotions, on peut un peu montrer toutes ces dynamiques de pouvoir-là. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans les questions de groupe, de comment est-ce qu'on peut réussir à aller vers j'espère, quelque chose d'égalitaire. Et voilà... Après, je dis pas, ouais, mon livre, c'est trop bien, vous lisez ça et vous allez tout comprendre. C'est vraiment juste un petit bout et c'est une histoire, en fait. C'est pas du tout un livre didactique. Et je trouve ça drôle de voir que souvent, les gens, quand on fait quelque chose comme ça, ils pensent tout de suite que c'est un livre sur un sujet pour expliquer quelque chose. Alors après, moi, j'ai commencé ma carrière en faisant de la BD didactique, mais c'est vrai que c'est drôle. À chaque fois, ils sont comme, OK, donc c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux expliquer avec ce livre? Et je dis, c'est juste une histoire, en fait. Et ouais. Ah, mais ça doit être... Puis on reviendra peut-être au groupe puis aux influences, mais je saute sur l'occasion de parler de ce sujet-là parce que est-ce que ça vous énerve d'être après appelé à réagir comme des spécialistes des émotions, tu sais, de devoir vous exprimer sur la dépression, sur des processus de thérapie avec la famille ou ce genre de sujet ou de l'art-thérapie ou c'est comme ce genre de... Vous n'êtes pas des spécialistes, mais vu que vous abordez ces questions-là dans vos BD, les gens veulent vous entendre sur ces sujets-là. Est-ce que vous accueillez ça ou au contraire, des fois, vous êtes comme « OK, c'est too much. Moi, je suis un créateur, je fais de la BD. » Jean-Sébastien, comment tu vis ça? Moi, ça m'est pas arrivé avec Vers la tempête. Ça m'est arrivé avec Comment je ne suis pas devenu moine. Parce que quand j'ai publié Comment je ne suis pas devenu moine, là, tout d'un coup, il y a des gens qui pensaient que j'étais pas un gourou, là, mais un illuminé spirituel. Là. Puis là, il y a des gens que je connais pas qui m'écrivaient sur Facebook, puis ils me demandaient des conseils spirituels. Là, puis j'étais comme, hey, moi, là, je suis pas un guide spirituel. Là. Tu sais, je suis juste un gars qui a fait une bande dessinée qui parle de mon parcours dans le bouddhisme. Mais c'est ça, c'est que Vers la tempête, puis Comment je ne suis pas devenu moine, ça a attiré des gens vraiment différents. Les gens qui ont lu Vers la tempête puis qui m'écrivent sur Facebook, là, la très grande majorité d'entre eux, c'est des gens qui sont très terre à terre. Alors que Comment je ne suis pas devenu moine, là, il y a du monde qui m'ont écrit, là, c'était vraiment flyé, là. Il me prenait vraiment comme quelqu'un qui avait comme compris le sens de la vie ou qui avait atteint l'illumination spirituelle. Soit c'était ça, ou soit c'était j'étais perdu puis je devais revenir sur le droit chemin. Puis là, ils m'invitaient à aller dans leur temple parce que leur temple était meilleur que les temples que moi j'étais allé. Fait que c'était un ou l'autre, là, les gens qui m'écrivaient sur Facebook, parce que, bon, je suis juste sur Facebook, là. Je limite mon utilisation des réseaux sociaux. Donc, j'ai juste une page Facebook, mais c'est ça. Il y a plein de gens que je connais pas et qui m'écrivaient puis qui me disaient ça, genre... Ça fait que c'était plus avec Comment je ne suis pas devenu moine, là, que tout d'un coup, je suis comme devenu un genre de spécialiste du bouddhisme, là, alors que non, là. Catherine, as-tu déjà vécu ça comme phénomène où les gens venaient te parler de leurs émotions parce que toi, tu parles d'émotions dans tes œuvres? Non, les gens ne me parlent pas tant que ça de leurs émotions. Des fois, ils me disent qu'ils ont lu mes livres quand ils étaient malades, qu'ils ont lu mon dernier livre, Symptômes, pendant qu'ils étaient malades. Ou des fois, il y a des médecins qui viennent me voir ou des infirmières, comme il y en a plusieurs là, pendant le festival. C'est vraiment le fun, mais... c'est un peu hors sujet. Mais il y a une chose qui me surprend, par contre, dans la réception de Symptômes, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me parlent de la douceur puis qu'il y a dans le livre. Puis moi, j'ai l'impression, mais comme je disais tantôt, tu sais, j'ai parlé
un peu d'abus sexuels, je parle du deuil de ma grand-mère, je parle de la crise climatique, de Mireille qui est passée un peu à côté de sa vie, puis qui se réveille à 75 ans malade, puis qui essaie de reconnecter. Tu sais, c'est quand même un peu dramatique. Puis il y a quand même beaucoup de maladies, puis je me fais opérer aussi. En tout cas, je sais pas, je trouve... c'est pas que c'est... je le trouve pas dur là, comme livre du tout, mais je suis surprise de voir à quel point tout le monde voit de la douceur dans le livre. Pas qu'elle n'est pas présente, là, mais j'ai pas... En tout cas, dans ma perception de ce que j'avais fait, j'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de doux. Tu sais, j'ai l'impression vraiment de parler de solitude, puis de ce groupe-là, toutes ces femmes-là qui vivent la solitude à des moments, pas à des moments, mais de façon différente, tu sais, vraiment beaucoup d'isolement. Ça, j'ai trouvé ça particulier. Est-ce que c'est dans le ton, dans l'approche? Parce que la bande dessinée, il y a du dessin. Hein? C'est le mélange de dessin et texte. Et tu as un style de dessin qui va chercher des couleurs plus dans la douceur. Tu as un trait plus doux, entre guillemets. Est-ce que tu penses que c'est ça que les gens perçoivent comme la douceur? Peut-être, je sais pas. Ça se pourrait que ça soit ça, parce que pour vrai, quand tu prends les histoires une par une, c'est pas... c'est des histoires un peu tristes, hein? C'est pas... Mais ça se pourrait que ça soit dans le trait, oui, qui est quand même très simple aussi, assez épuré. Hein? Mais en même temps, d'être confiné à un style de dessin qui va continuellement être associé à la douceur, ça peut aussi être un peu limitant si tu veux aborder des sujets un peu plus durs. Puis c'est comme une question, c'est à réfléchir. Ouais. Pour ta prochaine BD sur le hard rock. Jean-Sébastien, est-ce que toi qui as travaillé plein d'autres sujets dans ton style de dessin, est-ce qu'il a fallu que tu adaptes pour aller chercher plus de douceur, vu que tu abordais des questions de l'intimité, des émotions? Est-ce que ton style a dû être adapté? Au contraire, tu te dis, je vais garder mon style, peu importe ce que je vais aborder comme sujet? Ben, il y a une différence de trait entre Comment je ne suis pas devenu moine puis Vers la tempête. Dans Vers la tempête, c'est comme un trait qui est plus agressif, là, plus brut, si on veut, alors que Comment je ne suis pas devenu moine, c'est un trait, disons, plus léger, tu sais. Parce que quand je suis venu pour faire Vers la tempête, ben il y a beaucoup d'agressivité dans cette bande dessinée-là, parce que entre autres, il y a toute la partie du karaté, puis des combats, puis les conflits intérieurs, puis les conflits de famille. Ça fait que... ouais, tu sais, j'avais un dessin qui était plus agressif, là, si on veut, que dans Comment je ne suis pas devenu moine, qui était un dessin peut-être plus contemplatif, en fait. Myriam, toi, est-ce que tu sens qu'il y a un trait de la douceur, il y a un trait de l'émotion, il y a des styles graphiques pour parler de ces choses-là, pour parler de certaines émotions? Moi, je pense que dans la BD, en général, c'est ça qui est beau, c'est que la forme et le fond viennent raconter ensemble une histoire. Donc, je pense que forcément, les deux fonctionnent ensemble. Donc, je pense que quand c'est réussi, comment dire, qu'on peut parler de n'importe quel sujet avec n'importe quel trait, dans le sens que souvent, sauf si c'est pas du tout réfléchi à l'avance, mais dans ce cas-là, je pense que ça va se voir, il va y avoir une sorte de dissonance. Mais sinon, tout peut... Je pense que c'est aussi à l'artiste de penser à comment raconter les choses. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que j'ai clairement mon style de dessin, et je vais pas me mettre demain à faire du matte painting hyper réaliste parce que j'en serais incapable. Et en plus que je pense pas que je serais à l'aise pour raconter des histoires, mais je pense qu'on travaille bien sûr avec nos forces et nos limites, mais moi je pense tout le temps à la forme avant d'écrire une bande dessinée. C'est pour ça que c'est comme ça que j'y c'est du noir et blanc, très contrasté, avec beaucoup de vide et de l'autre côté beaucoup de plein, et parce que ça va avec l'histoire. Et de l'autre côté, là j'ai fait c'était pas un parti pris incroyable, mais genre, la première partie c'est un peu négatif, donc les couleurs sont plus froides, la deuxième partie c'est plus positif, les couleurs sont plus chaudes, waouh. Mais voilà, c'était un peu ça, et je pense qu'il y a un truc, c'est pas juste la couleur, c'est aussi la façon dont on dessine. Moi par exemple, je sais que pour les émotions, j'aime beaucoup dessiner le visage, oui, mais aussi le corps, les mains notamment, parce que dans la vraie vie, peut-être que c'est parce que je parle beaucoup avec les mains, et donc c'est quelque chose pour moi qui reflète beaucoup les émotions. Mais je pense que ça, on réfléchit. Les deux marchent ensemble. Donc moi, c'est ça que j'adore dans la bande dessinée, c'est que c'est pas un dessin qui vient illustrer un texte. C'est les deux qui ensemble racontent une histoire, et les silences et les pages très bavardes et les pages vides et
tout va venir nourrir l'histoire et c'est quelque chose que je trouve très très fun à penser. Je parlais que j'avais du plaisir à faire de la bande dessinée, c'est pas toujours facile, mais il y a ce truc de j'aime bien des fois me dire comment raconter ça au mieux de la meilleure façon et ça passe par les deux. Et je pense que j'ai vraiment compris ça quand je me rappelle le moment où je me suis dit ah ouais mais tout fonctionne ensemble, je pense que j'avais 20 ou 21 ans et j'avais lu Daddy's Girl de Debbie Drechsler. Alors c'est une bande dessinée très difficile qui parle d'inceste mais qui est je pense incroyable et qui à mon avis a bouleversé l'histoire de la bande dessinée. Et dedans c'est un trait qui est très très chargé, très très noir, on dirait presque de la gravure, c'est très étouffant. Et en fait ça participe vraiment. C'est pas tant qu'est-ce qu'elle raconte, bien sûr ce qu'elle raconte c'est très difficile, mais elle va pas dans l'ultra glauque, dans les détails et tout, c'est vraiment, en fait on vit dans la tête de cette petite fille parce que toute l'atmosphère est étriquée et noire et chargée. Et ce qui est drôle, c'est que son travail d'illustratrice, à Debbie Drechsler, à côté, c'est des petits enfants tout colorés qui courent autour d'un petit arbre et c'est très mignon. Et je pense à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas qu'elle dessine juste comme ça, c'est que son dessin vient servir l'histoire. Et voilà. Et donc, très long speech pour dire que je trouve ça trop cool dans la BD qu'on puisse avoir ces deux outils ensemble et non pas l'un et l'autre séparés. Et c'est vraiment moi, en tout cas, ce que je cherche à faire. Je sais pas si je réussis, mais en tout cas, c'est comme ça que je le pense. Mais ça se sent dans Adieu triste amour, le changement bleu vers les couleurs. Non, c'est pas... ça se sent. Catherine, est-ce que tu as adapté, toi, ton style pour Symptômes versus tes autres œuvres, sachant que tu voulais aborder certains sujets, l'influence des uns avec les autres, de parler des émotions, de parler des trucs que tu as décrits qui sont plus difficiles. Est-ce qu'il y a eu un changement dans ton dessin? Il y a un changement dans mon dessin depuis La vie d'artiste, mais c'est dû, je pense, entre les deux livres, j'ai fait la résidence à la Cinémathèque, où j'ai commencé à faire certaines histoires, dont il y en a quelques-unes qui sont retrouvées dans Symptômes. Et oui, j'ai commencé à explorer cette façon de dessiner-là, puis ça m'a plu. Et donc, c'est pour ça que j'ai continué. Et je pense que ça permettait aussi d'aborder ces thèmes-là, je trouvais. En fait, je réfléchissais à tout à l'heure là, par rapport à la douceur. Peut-être que, puis en écoutant Myriam, pardon, c'est mon identité secrète. C'est peut-être mon regard sur les personnages qui est doux. Et c'est peut-être ça qui transparaît, c'est peut-être ça qu'on ressent. Pas tant dans les histoires, mais et donc, c'est ce qui transparaît à travers mon trait, l'amour que je porte au personnage, puis le regard que je pose sur elle. En tout cas, c'est une hypothèse. Mm. Ben, oui, moi je pense que c'est ça. Puis Jean-Sébastien aussi, on sent que tu l'aimes, ton personnage principal, que tu veux en prendre soin dans la façon dont tu le dessines, même dans les combats. Quand on lit les scènes de combat, on a mal pour lui, puis après ça, on a envie de le réconforter. Il y a comme cette attention, cette douceur aussi au personnage qui j'imagine, il a dû être là quand tu l'as créé. Ben là, c'est sûr. C'est sûr que le personnage, c'est moi, donc, puis toute la démarche thérapeutique qu'on voit dans Vers la tempête, c'est l'amour de soi. Apprendre l'amour de soi. Parce que moi, j'ai cultivé, tu sais, pendant, je sais pas, moi, la moitié de ma vie, peut-être, j'ai cultivé la haine de soi, tu sais. Puis, entre autres, parce que j'ai un bégaiement, puis, j'ai été victime de discrimination et d'intimidation beaucoup dans ma vie par rapport à ça. Fait que là, j'ai comme cultivé une haine de soi. Puis qu'à un moment donné, c'est vraiment en débarquant au CLSC qu'on voit dans Vers la tempête que ma thérapeute, c'est elle la première qui m'a enseigné l'amour de soi, en fait. Puis au début, c'était tellement abstrait pour moi que j'avais aucune idée comment faire ça ou comment atteindre ça, tu sais. Puis tout le cheminement qu'on voit dans la bande dessinée, c'est vraiment le personnage qui s'aime pas, puis qui apprend à s'aimer, dans le fond, au fur et à mesure que l'histoire avance, puis à se faire confiance. Pour ça qu'à la fin, je dirais pas qu'est-ce que c'est, mais la dernière scène, à la fin, là, il est question d'un passage. Puis cette scène-là, c'est le personnage qui doit
faire preuve de grande confiance en lui pour arriver à traverser cette épreuve-là, qui est d'ailleurs... c'est une des pires épreuves, que sinon la pire épreuve que j'ai dû traverser dans ma vie. Il y a comme différentes... Tu sais, il y a comme 2-3 épreuves là, dans ma vie. Il y en a une, c'est quand j'ai fait la retraite de Vipassana, qui est une retraite de méditation de 10 jours dans le silence. Ça, c'est une des épreuves les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie. Puis une autre, ben c'est ce qu'on voit à la fin de Vers la tempête. On t'a invité sur la table ronde parce que tu as écrit Vers la tempête, puis Comment je ne suis pas devenue moine, mais aussi dans un désir de sortir de l'espèce de cliché que c'est des BDistes plutôt femmes ou qui se représentent comme femmes qui vont aborder des questions des émotions. Puis là, on se dit, mais Jean-Sébastien, c'est tellement une fraîcheur parce qu'il aborde des questions. Est-ce que tu sens que chez les lecteurs, chez les lectrices, la réaction est différente du fait que tu abordes des émotions, que tu vas loin, et que tu te représentes comme un homme, puis que tu te définis comme un homme? Est-ce qu'il y a eu ça dans ton processus? Par rapport à la réaction des gens? D'écrire sur des émotions, d'écrire sur un récit qui est plus bienveillant, qui aborde la dépression, qui aborde toutes sortes de questions qui sont malheureusement souvent associées plus à un parcours de création femme. Ouais, ben, déjà ce que je disais tout à l'heure par rapport au tabou d'aller chercher de l'aide, ben, ça répond un peu à ça, là. Ben, parce que moi, en fait, là, je trouvais que, tu sais, j'ai pas lu beaucoup. Il y a Jean-Louis Tripp qui le fait dans Extase, puis après ça, sa dernière BD qui vient juste de sortir, qui est le Petit Frère, mais pas sorti au Québec encore. Là, elle arrive bientôt au mois de juin. Donc, il y a lui qui le fait, qui est mon ancien prof de bande dessinée. Puis, mais tu sais, je trouve qu'en général, ben, on parle justement pas beaucoup de ça, tu sais, aller chercher, tu sais, comme des hommes qui se mettent en scène puis qui vont chercher de l'aide puis qui font preuve de vulnérabilité. Ben, c'est que moi, je voulais un peu comme aussi briser le cliché de la masculinité rigide, en fait, parce que moi, tu sais, je me le suis fait dire, tu sais, toute ma vie quand j'étais jeune, là, que un homme, ça doit être tough, fais un homme de toi ou soit un vrai homme. Je me suis fait accuser de ne pas être un vrai homme, je me suis fait accuser d'être trop sensible, tu sais, je me suis fait accuser de ça toute ma vie, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi, faire la tempête, ben, je voulais comme, justement, là, venir un peu briser cette image-là de l'homme qui doit pas... Parce qu'on est en 2022, là, tu sais, on est en 2022, puis moi, je considère que ça devrait plus être un tabou ou une marque de faiblesse pour un homme d'avoir des émotions, puis d'aller consulter. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit avec les féminicides? Ben... Là, je m'attendais pas à faire de la politique puis de l'actualité après-midi, là. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on voit avec les féminicides? Tu sais, moi, je me suis intéressé à cette question-là. C'est que la très grande majorité des hommes qui commettent des féminicides, ben c'est des hommes qui vont pas chercher de l'aide, tu sais, c'est des hommes qui ils vont pas bien, puis à un moment donné, ben ils pètent une coche, puis tu sais, c'est grave, là, tu sais. Puis moi, ben évidemment, je me suis dit, ben moi, pas envie de me rendre là, tu sais, fait que je vais chercher de l'aide, tu sais. C'est ça, là, aussi, là, tu sais, moi, je veux pas comme tu sais, j'ai jamais voulu comme commettre des actes de violence, que ce soit envers moi-même ou envers les autres, tu sais, puis pour moi, aller consulter, c'est une façon pour moi de prévenir ça, tu sais. Puis, ou de faire une BD. Il y a aussi, par rapport à Vers la tempête, il y a aussi des intervenants, en fait, qui m'ont écrit sur Facebook pour me dire qui utilisaient Vers la tempête comme outil d'intervention dans les centres jeunesse, en fait, là, les centres jeunesse où, justement, il y a des jeunes qui sont en difficulté, là, tu sais, des jeunes, des délinquants ou des contrevenants, ben, ils utilisent Vers la tempête comme outil d'intervention, là. Bien, ça, c'est un point. Vos œuvres permettent à ouvrir, que la bande dessinée devienne des outils pour parler de certaines émotions, pour parler de certains états d'âme. Et c'est vraiment précieux. Merci de faire ce travail-là.
Myriam Mal, Catherine Oslo et Jean-Sébastien Birbé. Il faut s'arrêter, mais il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire sur la bienveillance. On en fera un V2, une deuxième discussion. Mais merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Merci.